Bonjour, je m'appelle Bruno David, je suis actuellement retraité, mais j'ai passé l'essentiel de ma carrière comme phytochimiste à la recherche de molécules anticancéreuses dans les végétaux. Et je suis venu aujourd'hui à Montpellier pour présenter le rôle des plantes dans la découverte de nouveaux médicaments, et principalement dans le domaine du cancer. Ouais, bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier Pierre Coulot et puis Philippe Rabot pour leur invitation à partager avec vous le rôle des plantes en thérapeutique et puis voir comment on recherche de nouveaux médicaments. Alors, il y a consensus pour penser que les premiers hominidés et les animaux ont sélectionné des plantes avec des propriétés particulières. Sur cette photo, on voit une femelle chimpanzé en Tanzanie, dans la réserve de Maele, qui est en train de décortiquer une astéracée, qui est un Vernonia amygdalina. Et en fait, elle consomme uniquement le jus qui est d'une amertume extrême. Et ce comportement a été étudié par Michael Huffman, qui est un Américain travaillant à l'université de Kyoto au Japon. Et il a pu montrer que ce comportement, qui est très inhabituel, parce que les chimpanzés descendent de leur habitat pour s'exposer à la prédation et consomment quelque chose qui n'est absolument pas alimentaire, était bien fondé. Et en étudiant donc ces populations de chimpanzés, il a pu voir que les chimpanzés faisaient ça quand ils étaient dans un état sanitaire assez dégradé, avec une charge de vers intestinaux extrêmement importante, et que ce comportement était tout à fait rationnel. Et d'un point de vue phytochimique, on a pu montrer que dans le sucre de cette astéracée, il y avait une molécule, la vernodaline, qui est vermifuge, on appelle ça anti-helminthique. Et dans les fibres que recrachent d'ailleurs les chimpanzés, il n'y a absolument pas de produit vermifuge. Donc le chimpanzé a un comportement tout à fait rationnel et puis a su sélectionner ce qu'il y a de plus actif. C'est ce qu'on appelle la zoopharmacognosie, c'est-à-dire le fait que les animaux aient des comportements thérapeutiques. Alors si on regarde à grands traits l'évolution de l'utilisation des plantes à visée thérapeutique, on s'aperçoit que les hominidés et les animaux ont commencé par prendre des plantes qui avaient des activités qui les intéressaient. Et on retrouve les premières traces d'utilisation par le genre Homo dans des habitats d'Homo erectus en Allemagne, moins 370 000 ans avant notre ère, où on a retrouvé des pollens de plantes qui ne sont absolument pas alimentaires dans des coprolites. Alors les coprolites, ce sont des excréments fossilisés et qui conservent très bien les structures des pollens. Et donc pendant très longtemps, il y a eu une sélection. Quand l'écriture est arrivée au niveau de l'Antiquité, ces recettes ont été figées. Là, je l'ai pris l'exemple de l'opium, qu'on appelle la plante de la joie en Mésopotamie. On la retrouve dans le papyrus d'Ebers pour faire dormir les enfants, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, mais ça a été comme ça. Et pendant très longtemps, en passant par la Renaissance, on a enrichi ce patrimoine thérapeutique, cet arsenal. Et puis la véritable rupture, ça a été au début du XIXe siècle, suite aux travaux de Lavoisier et puis d'un certain nombre de chimistes. On a su isoler les premières molécules à l'état pur. Alors la première qui a été isolée, c'est la morphine, et on attribue son isolement, sa purification à Friedrich Schärtürner, qui est un pharmacien allemand. Et parallèlement, au XIXe siècle, la pharmacologie s'est développée, s'est rationalisée. On a compris comment les questions d'effet dose, c'est-à-dire que plus on a une dose importante, plus il y a d'effets. Et ça, c'est dû aux travaux de Magendie et puis son élève Claude Bernard. Et puis, au niveau de la chimie, il y a eu des modifications de la chimie, des structures chimiques. Alors, au départ, c'était avec l'acide salicylique, on a acétylé, on a fait des petites modifications. On a fait la même chose avec la morphine, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée, parce que on a obtenu, en modifiant la morphine, l'héroïne, et c'est un produit qui a été administré aux enfants comme antitussif, comme sédatif, jusqu'en 1914. Donc vous voyez que les plantes sont extrêmement actives et parfois les produits sont relativement mal utilisés. On s'aperçoit après des effets secondaires indésirables.
Et puis, à la fin du 19e, on a commencé à faire des synthèses totales, et ça s'est amplifié au XXe siècle. Et puis là, on a une molécule qu'on appelle le fentanyl, qui a plus beaucoup de parenté structurale avec la morphine qu'on trouve ici. Et donc là, c'est des molécules qu'on appelle bio-inspirées. Alors si on regarde actuellement le panel de l'utilisation des plantes en termes de santé, alors d'un côté, on a les simples aliments, donc c'est des parties de plantes, des organes, comme les tubercules de pommes de terre. Puis de l'autre côté, on a ces molécules de synthèse bio-inspirées, c'est-à-dire que les chimistes ont copié la nature pour avoir les parties de la molécule qui sont les plus actives. Et puis là, le fentanyl, juste par rapport à la morphine, il est 100 fois plus actif comme un analgésique. Donc c'est intéressant de bricoler. Et donc là, on a tout un panel avec des parties de plantes à visée santé, en passant donc la plante à l'état entière, les extraits plus ou moins purifiés, les molécules naturelles mais isolées à l'état pur, celles qui sont hémisynthétiques, c'est-à-dire la partie la plus complexe est faite par la nature, et puis le chimiste vient mettre des modifications. Donc elle est à moitié naturelle et à moitié chimique. Puis on a vu là, les molécules de synthèse, mais qui ne sont pas directement liées à la nature. Et donc, pendant très longtemps, la première stratégie de recherche a été de dire, ben voilà, on a notre plante médicinale, le pavot somnifère, dont le latex séché donne l'opium. On sait que c'est analgésique, ça supprime la douleur, que c'est somnifère. Et on va isoler les produits responsables de l'activité. Et puis parallèlement, la pharmacologie, c'est-à-dire l'étude du mécanisme d'action, a pu montrer dans la deuxième partie du XXe siècle que si on avait une activité telle que je viens de vous la décrire, analgésique et compagnie, c'est que la morphine, qui est une petite molécule, va venir dans une grande molécule qu'on appelle l'enzyme ou le récepteur. C'est une molécule biologique du patient ou de l'animal, et cette interaction, c'est-à-dire une petite molécule avec une grosse, ça va déclencher toute une cascade d'effets qu'on appelle pharmacologiques, et après on a un effet que l'on peut voir au niveau du patient, donc un effet clinique. Et donc là, à l'échelle de taille, on est au milliardième de mètre, alors que notre patient il est à l'échelle métrique. Donc pendant très longtemps, on a cherché comme ça. Et donc on s'est aperçu, là on vient de le voir, que la molécule responsable de l'activité de l'opium, c'était la morphine. Et puis parfois, ce n'était pas le cas. On va le voir sur cet exemple. La pervenche de Madagascar, ou pervenche tropicale, ou Catharanthus, était connue traditionnellement, notamment à Madagascar, comme antidiabétique, mais pas que. Et donc des chercheurs de l'université de Western Ontario à Toronto, qui travaillaient sur le diabète, se sont dit, bon, on va aller voir quelles sont les molécules responsables de l'activité antidiabétique, parce que nous, on travaille, c'est notre thématique. Et donc, en fait, ils ont travaillé avec des rats rendus diabétiques, et se sont aperçus que leurs rats mouraient de septicémie. C'est-à-dire qu'ils attrapaient toutes les cochonneries, ils avaient des défenses immunitaires qui étaient au plus bas. Donc, en d'autres termes, ils avaient des globules blancs qui étaient réduits au strict minimum. Et là, ils ont eu l'idée géniale qui est de dire, si ça fait chuter le taux de globules blancs, on peut peut-être l'utiliser, cette plante qui est la molécule responsable de l'activité, quand justement il y a une explosion des globules blancs, ça devient un problème, c'est ce qu'on appelle les leucémies. Donc ça, c'est les cancers circulants. Donc très rapidement, ils ont isolé, je vous fais court, cette histoire-là, la vinblastine et la vincristine, qui sont deux molécules qui ont été très rapidement mises sur le marché comme antileucémiques. Et donc, dès le début de la commercialisation, il y a eu un problème d'approvisionnement, parce que ces molécules, c'est 1 gramme pour 3-4 tonnes de feuilles fraîches. Donc, c'est pas évident d'aller chercher des quantités aussi faibles. Et donc, la solution à ce problème a été apportée par mon ancien directeur au CNRS, Pierre Potier, qui a eu l'idée de dire, voilà, on a dans les feuilles en quantité abondante deux structures, deux molécules, et si on arrive à les coupler, on peut accéder à ce type
ces fameuses molécules anti-leucémiques. Et puis, cerise sur le gâteau, au cours de ces études, en faisant des réactions de couplage, il y a une molécule tout à fait inhabituelle, parce que c'est une molécule qui est hémisynthétique, qui diffère uniquement par la partie verte. Là, donc là, il y a 2 carbones, là, il n'y en a qu'un. Enfin, ça, c'est pour le détail. Vous voyez que c'est à peu près pareil. Mais, grosse différence, cette molécule, qu'on appelle la vinorelbine, est active sur les cancers solides. Et les cancers solides, c'est le cancer du poumon, c'est le cancer du sein, donc ce sont des pathologies qui sont difficiles à soigner, plus difficiles que les cancers liquides. Et donc ce produit a été développé par les laboratoires Pierre Fabre, et encore toujours commercialisé. C'est un produit très très important. Donc on a vu la première stratégie de recherche qui était de dire bon, on part de notre patient et puis on va essayer de comprendre quelle est la molécule active et sur quoi elle agit, sur quel système d'enzymes, de protéines, de canaux ioniques elle agit. Mais à partir des années 80, on a fait le processus inverse, c'est-à-dire qu'on s'est dit si on a de l'activité, c'est qu'il y a une interaction entre des récepteurs, donc des grosses structures protéiques, puis des petites structures. Donc on va essayer de confronter ces grosses structures avec des petites molécules. Et puis s'il y a une interaction, on pourra remonter vers notre patient en vérifiant qu'on garde toujours l'activité. Alors c'est ce qu'on a appelé le criblage. Alors au départ, ça a été fait sur des cellules cancéreuses en culture. C'est ce qu'on va voir sur cet exemple, avec le National Cancer Institute américain, et qui avait comme programme d'éradiquer le cancer, rien que ça. Et donc là, ils se sont dit, on va partir sur plusieurs dizaines de milliers de plantes, collectées un peu partout, et puis on va isoler les molécules qui vont être toxiques pour les cellules cancéreuses en culture. Donc les cultures, c'est comme ça que ça se passe. Et donc il y a une dizaine de molécules qui ont été trouvées, 3 principales qui ont été mises sur le marché, camtotécine qui vient d'un arbre chinois, podophylotoxine d'une herbacée, berbéridacée qu'on trouve en Asie et puis au nord de l'Amérique du Nord, et puis le taxol dont je vais vous parler. Donc chaque année, il y avait plusieurs milliers de plantes, ou dizaines de milliers de parties de plantes qui étaient évaluées sur ce test de cytotoxicité. Et des botanistes qui travaillaient dans l'État de Washington ont collecté plusieurs parties de l'IF du Pacifique, qu'on appelle Taxus brevifolia, et ils se sont aperçus qu'uniquement que les écorces avaient une activité cytotoxique, les feuilles et le bois, pas du tout. Et donc il a fallu une dizaine d'années pour arriver à isoler le principe actif, la molécule active, qu'on appelle le taxol, qui est assez compliqué d'un point de vue chimique. Et là, au niveau du développement, il y a eu énormément de problèmes, parce que ce taxol, il y en a 10 mg par kilo d'écorce. Les écorces sont très fines, ça pousse lentement, et puis quand on écorce un arbre, on le tue. Et donc il y a eu des problèmes de société avec des débats écologiques, des manifestations, parce que cerise sur le gâteau, au niveau des emmernements, il y avait une chouette tachetée qui niche uniquement sur ces îles du Pacifique. Et les îles du Pacifique poussent dans les grands parcs américains. Donc le débat de société, c'est est-ce qu'on soigne les cancers des patients, au début c'était des patients, première indication c'était les cancers de l'ovaire, ou est-ce qu'on préserve cette chouette tachetée et puis les populations d'IF. Et donc le développement a vivoté, et une fois de plus ça a été solutionné par le CNRS, et on retrouve le personnage dont je vais parler, parce qu'au début des années 1980, à Gif-sur-Yvette, dans le parc du CNRS, il y a une route qui a été ouverte en bordure du parc, et là on s'est retrouvé avec énormément d'IF, de matériel. Et on a regardé avec un test biologique qu'on appelle le test tubuline, pour s'il y a des biologistes, pardon, hop, je vais revenir là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas grave. On a vu que les écorces étaient actives, c'est ce qu'avaient trouvé les Américains avec les essais cytotoxiques, mais également on a trouvé un petit peu d'activité avec ce test in vitro, c'est-à-dire dans un tube à essai sur une protéine impliquée dans la mitose.
on a vu qu'il y avait un petit peu d'activité dans les feuilles. Alors on a regardé, c'était une partie de mon travail, qu'est-ce qui était actif. Donc là, c'est cette molécule-là. Et là, on s'est dit, ouais, bingo, c'est sympa, parce que cette molécule, il y en a au moins 1 gramme par kilo de feuilles. Puis les feuilles, vous pouvez les tailler, ça repousse, c'est pas comme quand on écorce un arbre, on le tue pas. Et puis, cette structure-là, il suffit de lui rajouter, entre guillemets, les groupements chimiques qu'on voit en rouge, hein, sans être chimiste. On voit que la partie la plus complexe, elle est fournie par la nature, et puis le chimiste, il a juste à faire son travail d'hémisynthèse. Sachant que ce qui est en vert, c'est naturel, et puis ce qui est en rouge, c'est le chimiste. Et donc, ça a été une partie de mon boulot, et j'ai eu la chance en testant des intermédiaires sur le chemin du Taxol, de mettre la main, toujours avec le test tubuline, qui est un test biologique, non, in vitro, sur un intermédiaire qui était 2 fois plus intéressant d'un point de vue activité in vitro que le Taxol. Et ça, c'est devenu, en moins de 10 ans, c'est une molécule que j'ai faite en octobre 1984, et moins de 10 ans après, le Taxotere était commercialisé par Rhône-Poulenc Crorel, c'est devenu Sanofi, et c'est un produit qui est toujours commercialisé avec une multitude d'indications thérapeutiques en oncologie. Alors, deuxième exemple de criblage, là c'était on a vu les criblages avec des cellules cancéreuses en culture. Là, on a vu qu'avec des tests biologiques, on pouvait faire des essais, repérer des produits. Et donc, le deuxième exemple, c'est un exemple qui a été conduit par le groupe Pierre Fabre en collaboration avec le CNRS et l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, où on a fait du criblage haut débit pendant 17 ans. Donc là, vous avez une grosse collection d'échantillons végétaux. Et ce qu'il est très important de faire, c'est d'avoir une identification botanique fine. Donc les herbiers sont indispensables, parce que quand on a une activité dans un extrait, le fait de savoir de quelle plante il vient précisément permet de consulter la littérature scientifique et pas de réinventer la roue. Donc là, dans un pot comme ça, à Côte-Barrée, vous avez une centaine de grammes. Et puis, on a des échantillons non broyés. Là, c'est des échantillons séchés broyés. Et puis, dans la plupart du temps, on a les herbiers. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est un petit... Et c'est cette immense automate de 2,50 m de haut, sur une dizaine de mètres carrés au sol, qui va se charger de l'étudier. Voilà, vous avez entendu Norman Freeman qui illustre ce film qui a été diffusé sur Arte. Donc, ce que je suis en train de présenter, c'est des plaques dans lesquelles vous avez 384 alvéoles. Et donc, chaque alvéole va avoir un extrait. Et c'est comme quand vous donnez votre sang à un laboratoire d'analyse biomédicale. Vous avez un robot qui, grâce au côté automatique et à la robotisation, fait toute la séquence. Là, on voit les prélèvements d'extraits. Ça converge sur des plaques essais avec les réactifs. Et par rapport au système enzymatique, on va pouvoir voir s'il y a de l'activité dans les plaques. Alors, quand on regarde le détail du procédé de ce qu'on a fait avec le CNRS et l'IRD, donc vous avez des échantillons de plantes. Là, vous avez une clusiacée de Guyane, l'échantilliothèque. Ensuite, la collection d'extraits, c'est évalué. Quand on a ce qu'on appelle des touches ou des hits en anglais, on va regarder quel est le produit responsable de l'activité, on va l'isoler et en faire la structure. Là, vous avez la structure du produit. Bilan des courses, il y a eu 65 campagnes de criblage, 2000 molécules actives isolées et identifiées, et 50 composés qui ont été évalués en préclinique, c'est-à-dire la dernière étape avant d'arriver à l'homme. Alors quand on regarde l'intérêt des molécules naturelles, on voit qu'elles sont extrêmement nombreuses, hein, on en trouve tous les ans davantage, et puis elles ont une très grande diversité chimique. Hein, on le voit entre ces acides gras saturés et puis la vinblastine qu'on a vue tout à l'heure, très très grande différence. Et on en connaît vraisemblablement qu'une toute petite partie. Alors les avantages, c'est qu'il y a un très grand nombre, une très grande diversité chimique. Ces produits sont intrinsèquement bioactifs, c'est-à-dire que la plante va faire des efforts, entre guillemets, pour
synthétiser ces produits, c'est pour se défendre contre la prédation. Et donc, ces produits sont déjà optimisés pour être actifs sur les animaux dont on fait partie. Et donc, pour ça, ils ont la complexité chimique, la tridimensionnalité qui va bien. La preuve de concept, c'est plus la peine d'en parler, parce qu'on voit que depuis la nuit des temps, cette stratégie a fait la preuve. Biodégradabilité, ça c'est un point important quand on parle de résidus médicamenteux dans l'environnement. La nature ne produit pas de déchets, tout se recycle, et si c'est naturel, c'est biodégradable. Les produits arrivent par famille chimique, donc il y a les frères, les cousins, et le fait d'avoir des petites différences chimiques, ça permet de dire, si on veut optimiser la molécule, il faut la bricoler dans ce sens, pour augmenter l'activité, la spécificité, ou diminuer les effets secondaires, ainsi de suite. Et puis, comme on l'a vu, c'est un très bon point de départ pour l'hémisynthèse, parce que la partie chimique compliquée est déjà faite par la nature. La nature est un excellent chimiste. Alors, par contre, au niveau des inconvénients, c'est un domaine qui est très, très étudié depuis très longtemps. L'approche est indirecte, c'est-à-dire qu'on ne va pas soigner le problème de manière étiologique, c'est-à-dire on ne va pas aller à la racine, contrairement à la thérapie cellulaire, thérapie génique. Ensuite, on a des mélanges qui sont très complexes, donc il faut aller chercher les produits responsables de l'activité, il faut aller les repérer. Il y a des problèmes de variabilité, problématiques de grande quantité, puis souvent quand on a 100 grammes de plantes qu'il faut aller en rechercher, le milieu a disparu. Et puis comme la nature n'a pas vocation à soigner les cancers du sein ou du poumon, il faut l'optimiser, il faut optimiser les molécules. Et puis, ce qui a fait que les grands laboratoires internationaux qui, entre les années 80 et 2000, faisaient du criblage au début sur les produits naturels l'ont arrêté, simplement parce qu'il y a une complexité juridique à l'accès à la ressource avec les lois nationales qui découlent de la Convention de Rio de 92 et de son protocole de Nagoya de 2010. Donc les nouvelles tendances, je termine d'ici 1 minute, c'est la valorisation de la médecine traditionnelle avec des extraits complexes, parce que la nature produit des principes actifs en mélange, et bien souvent, quand on veut soigner un patient, on a intérêt à avoir des approches multiples. On parle de trithérapie pour soigner le sida, donc ça ne sert à rien d'aller séparer des molécules qui convergent vers la même activité. On a ça dans la nature. Et puis, il y a un système qu'on appelle les botanical drugs, qui est un système réglementaire. Et on a quelques exemples ici qui montrent que les agences sanitaires acceptent ce type de produit. On a des nouvelles techniques, notamment la métabolomique, qui permet de deviner la structure des molécules avec la spectrométrie de masse. Donc en gros, on casse les molécules et à partir de ces morceaux qui sont plus ou moins cassés, on peut déduire la structure. Et quand on a des produits qui sont déjà connus, on sait à quoi ressemblent les morceaux. Et donc, de proche en proche, comme ça, on peut faire un réseau et avoir plusieurs centaines de molécules, comme ce qu'on voit ici, qui sont toutes identifiées. Et on peut associer ça à de la systématique botanique, à de l'activité. C'est un domaine qui est extrêmement riche. Dernier exemple, on a vu que le criblage à haut débit avait été arrêté par les grands groupes. On se repose sur la loi des grands nombres pour travailler, donc ce n'est pas quelque chose qui est très satisfaisant. Et actuellement, les chercheurs ont tendance à choisir un peu mieux leur sujet d'étude, puis à revenir un peu comme ce qu'on faisait avant. Et donc là, Peter Redel, qui est un chercheur australien, qui travaille sur la flore du Queensland, donc le nord de l'Australie, s'est dit je vais essayer de choisir avec des critères éco-chimiques les meilleures plantes. Donc il a jeté son dévolu sur Fontania picrosperma pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une plante qui est endémique à une zone de 20 km². Il y a 2000 plantes qui ont été identifiées. Puis surtout, il s'est aperçu que les animaux qui doivent disperser les semences, les graines, recrachent très violemment la graine, de manière très inhabituelle. Alors c'est normal que les animaux dispersent, l'évolution est faite comme ça, mais là, il se passait quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc il a regardé, il y a 10 fois plus d'ester de Forbol, une catégorie de produits. Ça, je vais y arriver. Il a pu isoler une molécule. Et en faisant des essais, il s'est aperçu qu'il y avait un profil pharmaco qui était extrêmement intéressant. Et là, on le voit sur des mastocytomes
qui sont les cancers les plus fréquents chez les chiens, une réparation extrêmement efficace en seulement 80 jours après une injection intralésionnelle. Donc si on regarde sur l'homme, là sur les mélanomes humains métastasiques, donc vous avez des métastases en ligne, ce n'est pas des tumeurs qui ont été injectées à l'homme, en 30 jours, il se passe la même chose que chez le chien, il y a une rémission complète, et puis d'un point de vue esthétique, c'est parfait. Donc tout ça pour dire, pour conclure sur une partie de manière optimiste, il y a encore de belles molécules à aller chercher dans le monde végétal. Alors ce produit il est commercialisé uniquement par un laboratoire français en médecine vétérinaire, mais ça prend un peu plus de temps pour aller chez l'homme. Donc les messages clés quand vous repartirez chez vous par rapport à cette thématique plantes et santé, recherche de nouveaux médicaments. Les molécules végétales représentent un intérêt considérable en santé, ça c'est le premier point. Elles doivent être toujours améliorées parce que le monde végétal n'a pas pour mission de soigner les pathologies humaines. Les plantes travaillent pour elles, pour éviter la prédation, et ne pensent pas à nous. Il ne faut pas opposer tradition et médicaments modernes, on l'a vu au cours de cette présentation, et d'après l'OMS, il y a plus de 75% de la population mondiale qui utilise les plantes en santé primaire, pas parce qu'ils sont bobos intéressés par la phytothérapie, qu'ils ont un goût immodéré pour ça, simplement pour des raisons économiques, de disponibilité. Ils n'ont pas accès à des médicaments efficaces, modernes, même s'il y a des produits très, très efficaces dans les plantes. Et puis, il faut se dépêcher parce qu'il y a un certain nombre de candidats médicaments, de molécules actives, qui risquent de disparaître avec les plantes hôtes, avant même d'avoir été découverts. Merci pour votre attention. Oui, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir utilisé le mot criblage au lieu du screening qu'utilisent beaucoup de vos collègues. Ah ben moi je l'utilise aussi, Michel. Ah bon, oui, faut pas te faire de soucis. On parle d'HTS pour High Throughput Screening, mais là c'est une présentation pour très très générale. Donc autant utiliser le mot français. Je pense que vous pouvez être déjà embrouillé avec ce que je vous ai présenté, donc c'est pas la peine de rajouter avec des termes abscons. Voilà. Alors cela dit, j'ai une question un peu provocante. Est-ce que vraiment on a besoin de toute cette biodiversité? Parce que au sein d'une famille botanique, il y a comment dire, une substance active, suivant les espèces, il va y avoir des quantités de variantes différentes, et il suffirait donc de partir d'une espèce relativement connue et qui ne pose pas de problème juridique, et par hémisynthèse de faire tous les dérivés possibles et imaginables. Alors ça se fait, on appelle ça, excuse-moi pour le terme anglais, c'est ce qu'on appelle lead explosion, c'est-à-dire qu'on part d'un pharmacophore, de la partie active de la molécule, et on va la modifier à l'infini. Alors ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que quand on a une molécule active, comme une des 2000 qui a été isolée, on fait plusieurs centaines, enfin les chimistes font plusieurs centaines de dérivés pour faire partir en développement préclinique le meilleur candidat. Parce qu'une fois de plus, si vous devez retenir qu'une chose, c'est que la plante n'a vraiment pas vocation à nous soigner humains. Elle a envie de faire son cycle de vie, comme tous les êtres vivants, et qu'on la laisse en paix. Et c'est pour ça qu'elle a des produits bioactifs pour se défendre contre la prédation, l'herbivorie, et ainsi de suite. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. Et pour le cas de Liv, par exemple, qui était... avec une molécule intéressante mais pas toujours facile à avoir, est-ce que ce serait possible par exemple de faire comme avec l'insuline, c'est-à-dire une synthèse bactérienne? Alors c'est des synthèses qui sont avec tellement d'étapes, autant pour faire l'artémisinine qui est un produit antipaludique, il a été possible de faire de l'acide artémisinique par oxydation, enfin faire travailler des Escherichia coli, puis après continuer. Là, il y a tellement d'étapes, c'est comme l'exemple des 20 alcaloïdes qui sont antileucémiques, c'est juste impossible. Alors je ne dis pas qu'on ne pourra pas le faire dans 50 ou 100 ans, mais actuellement c'est hors de portée. Dans les avantages des molécules naturelles, vous avez cité la biodégradabilité.
Mais à chaque fois qu'on modifie une molécule naturelle en lui ajoutant des petites parties, est-ce qu'on ne détruit pas, enfin souvent, cet avantage, quoi? Oui, c'est une excellente remarque. Alors ça dépend ce qu'on fait, hein. On n'aura pas forcément des produits aussi cailloux que le chlordécone, qui est une catastrophe écologique. Mais plus on modifie, moins les enzymes naturelles, moins la dégradabilité de la molécule qui sera émise synthétique sera bonne. Ça, c'est clair. Alors, je ne voulais pas intervenir sur ça, mais sur ces histoires de biodégradabilité, il y a aussi le point de la quantité. Parce qu'en fait, quand on l'utilise quand on l'utilise par les humains, ça augmente les doses qui se retrouvent dans les écosystèmes. Mais ma question n'était pas du tout ça. En fait, ma question était sur... alors, je ne sais pas, c'est parce que je côtoie que des botanistes, mais on voit souvent cet exemple de phytothérapie, de molécules issues des plantes. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a aussi des choses équivalentes issues des animaux ? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'opothérapie. Et je vous ai parlé de l'insuline qui a été découvert. Il y a Best et Banting qui ont eu le prix Nobel en 1923. Et c'est des chercheurs de l'Université de Western Ontario, donc à Toronto, donc dans l'équipe de Nobel qui a travaillé sur les 20 alcaloïdes. Oui, il y a des produits d'animaux. Vous avez des toxines de cônes, vous avez des produits de différents animaux, notamment des animaux marins, qui sont utilisés en oncologie pour soigner le cancer. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question par rapport à la culture. Vu l'intérêt des récoltes de ressources végétales, mais aussi comprenant le paradoxe moral et environnemental, est-ce qu'il y a des perspectives de mise en place des forêts taxonomiquement riches pour la production des plantes de l'exploitation pharmaceutique? Ouais, là, c'est très très vaste. J'ai un peu de mal à vous répondre. L'important, il y a deux choses qui sont importantes, c'est essayer d'accéder à des molécules en quantité, parce qu'il y a des problèmes sanitaires. Vous savez que les cancers, c'est des cochonneries dont on n'a pas forcément des solutions pour toutes les pathologies. Le cancer du pancréas, ça se soigne très très mal. Les plantes ne sont pas forcément la meilleure des solutions parce que souvent il y a des problèmes à la fois génétiques et tout ce qui est traitement immunothérapie est beaucoup plus étiologique, c'est-à-dire qu'on va agir à la racine du mal, hein, pour vous faire simple. Après, au niveau de la production des plantes, vous avez des pays comme l'Inde et la Chine où le volume de plantes qui arrivent en Europe, qui arrivent dans le monde, est supérieur à la production locale, donc on sait que c'est pas durable. Autre point qui est important, c'est que la phytothérapie en général, quand vous avez des tisanes, vous ne savez pas quelle est la concentration que vous administrez à votre patient ou que vous prenez quand vous soignez vous-même. Et l'importance du 19e siècle, c'est d'avoir isolé la molécule ou les molécules qui sont responsables de l'activité. Et ça permet, par exemple, il y a Pelletier et Caventou qui ont isolé la quinine en 1820. Avant, il y avait une fenêtre thérapeutique qui était très, très étroite. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, les gens prenaient des écorces, mais on ne savait pas quelle était la concentration de quinine. Et la quinine agit sur la conduction cardiaque. Donc, il y avait des gens qui mouraient peut-être guéris, mais ils mouraient de problèmes cardiaques, hein, puis c'est assez rapide, ou qui n'avaient pas la bonne concentration. L'importance du 19e siècle, c'est vraiment d'isoler la molécule responsable de manière à pouvoir administrer au patient la quantité dont il a besoin. Pas plus, pas moins. Bonjour, merci. Et puis, j'ai été ravi de réentendre parler de Père-Georges de Madagascar. J'ai travaillé sur le javelore, la morphlunine. Ça a été mon sujet de thèse. Alors, j'en ai pas parlé, parce que j'avais des diapositives où j'avais du javelore, de la vinflunine, mais... ouais. Donc, effectivement, vous prêchez un convaincu sur l'intérêt de connaître les substances naturelles d'origine végétale pour faire des médicaments. Moi, mon inquiétude actuellement, j'ai continué mon parcours, je suis dans le privé maintenant, après avoir fait ma thèse chez Pierre Fabre. Avec Jacques Failly. Avec Jacques Failly, qui est un ami.
la question que je me pose, qui s'occupe de ça? Parce que vous avez parlé de vin plastine, des dérivés de la pervenche, vous avez parlé du taxol. Alors sans vouloir mettre ça au passé, c'était quand même au siècle dernier. En France, j'ai pas vu beaucoup de molécules d'origine végétale sortir en principe actif sur des maladies vraiment phares actuellement. Pierre Fabre ne fait plus de recherche en pharmacie. Ouais, je peux le témoigner. Oui. Oui. Des gens comme Fournier n'existent plus. Non, mais c'est très clairement au niveau mondial, plus aucun laboratoire ne fait du criblage à haut débit ni ne va rechercher des substances actives parce que c'est un peu old-fashioned, pour faire plaisir à Michel Chauvet. Et puis, ce qu'on dit en anglais, c'est que non, je vais le dire en français. Les cerises qui étaient accessibles ont été cueillies. Et donc là, il faut vraiment changer de paradigme. Et puis la connaissance de la cancérogénèse ou des pathologies a tellement progressé qu'on ne peut plus se dire on va balancer une molécule bioactive, puis on va régler un problème. Maintenant, on est dans la médecine de précision, personnalisée, prédictif, préventif. On est vraiment dans une autre ère et les plantes continuent à être utilisées. En oncologie, si on regarde en volume de traitement, il y a à peu près 30% des patients qui sont traités avec des plantes. Mais il y a d'autres thérapies, heureusement, comme l'immunothérapie, qui apportent des solutions thérapeutiques efficaces. Justement, si Luc me le permet avant que je lui passe la question, c'était ma question. Moi, si je veux résumer ce que je visualise de l'évolution pharmacologique depuis 10 à 15 ans, c'est en gros plus de découvertes majeures sur les pathologies de masse et par contre des découvertes extrêmement ciblées avec des médicaments en immunothérapie qui coûtent des fortunes. Ou en thérapie génique. Ou en thérapie génique qui sont utilisés sur finalement très peu de patients et qui vont poser dans tous les pays développés d'énormes problèmes de financement, puisqu'il sera quand même, et il est d'ores et déjà aujourd'hui extrêmement difficile de dire à des gens qui ont des maladies extrêmement graves, on ne pourra pas vous donner l'accès à ces traitements parce qu'ils coûtent 1 000, 2 000, 5 000 euros par mois quand c'est pas 10 000 ou 15 000. C'est beaucoup plus encore. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que dans cette évolution-là, ça a encore sa place finalement? Alors, les plantes sont importantes, parce que je vous ai dit que d'après l'OMS, il y a 70% de la population mondiale, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, qui utilisent des plantes. Et quand vous êtes au Cambodge, que vous faites des récoltes de plantes et que vous avez des diarrhées hémorragiques, là, je vous conseille d'utiliser plutôt de l'écorce de Terminalia, qui est riche en tanins, pour vous soigner. Parce que les meilleurs médicaments, entre guillemets, allopathiques, chimiques, ne sont d'aucune efficacité. Et donc, il y a une véritable importance pour les pays du Sud à utiliser des ressources qu'ils ont à côté d'eux, qui sont pas chères, qui sont terriblement efficaces, notamment les diarrhées des nouveau-nés, des enfants. C'est extrêmement fâcheux, enfin pas fâcheux, c'est pas le terme, mais il y a énormément de décès avec ces pathologies-là, alors qu'il y a des solutions sur place, à portée de main, qui sont gratuites pratiquement. Merci. Ça a été peut-être un peu évoqué dans ce que tu viens de dire, mais tout à l'heure tu indiquais ne pas opposer méthodes modernes et traditionnelles et que les plantes n'étaient pas là pour nous soigner. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on cherche surtout un principe actif, ou peut-être deux. Et ma question, c'était par rapport à la notion de totem d'une plante, parce qu'on dit parfois que, justement, il y a dans une plante peut-être plusieurs molécules qui interagissent pour avoir un effet éventuellement plus important qu'une seule molécule active. Et donc, je voulais savoir un peu ce que tu en pensais. Est-ce que finalement, c'est des foutaises et que non, il faut chercher 2-3 molécules, ou est-ce qu'il y a des fois peut-être un intérêt ou des recherches à faire sur des choses plus complexes avec des synergies et en lien avec la notion de totem, par exemple, dans une tisane. Voilà. Alors, la notion de totem, alors tisane pour des pathologies lourdes, à part les diarrhées, il y a d'autres exemples. Mais là, tout à l'heure, j'ai parlé des botanical drugs qui sont une nouvelle législation de 2006 pour la FDA, c'est-à-dire aux États-Unis, où tu as par exemple l'angipar qui est un extrait standardisé de mélilo pour soigner les plaies des diabétiques. Et donc là, il y a plusieurs principes actifs.
Si on regarde par exemple des produits comme les extraits de ruscus, les extraits de feuilles de ginkgo, là il y a énormément de principes actifs et ça marche très bien au niveau de la micro-circulation, notamment cérébrale pour le Tanakan et puis le retour veineux pour les extraits de ruscus. Le vérégène, c'est des extraits de thé vert. C'est un ensemble complexe de molécules qui agit sur les condylomes acuminés, c'est-à-dire des néoplasies anogénitales. Et puis l'ibérogaz, c'est un mélange de plusieurs plantes pour soigner des problèmes gastriques. Et donc, c'est pas la peine d'aller séparer ce que la nature nous fournit en ensemble qui va bien, pour ensuite le remélanger, enfin de revenir, de séparer puis de remélanger à travers d'autres médicaments. Donc des solutions globales comme l'ibérogast ou les produits que vous voyez en haut à droite sont extrêmement performantes. Alors dans certains cas, on a besoin d'une molécule pure, notamment en oncologie, parce que la marge thérapeutique, c'est-à-dire la différence entre la zone inefficace et la zone toxique, est assez étroite. Mais la plupart du temps, ça dépend des pathologies, mais c'est une bonne idée d'utiliser la plante complète. Il faut le voir au cas par cas. Et il n'y a pas de dogme, si ce n'est qu'au niveau des autorités, depuis la Renaissance, on s'est dit, bon, il nous faut quelque chose de clair. Donc une cible unique et puis un principe actif unique. Donc et ça, c'est très réductionniste comme approche. Et maintenant, il faut être plus pragmatique. Voilà, je crois que je vais conclure sur ce... Et bonne pause à tous.